à ceux qui nous rejoignent, c'est la matinale d'info de Public Sénat qui se poursuit. Deuxième partie avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France qui nous rediffusent chaque jour. Les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et avec TV5 Monde. Et notre invité politique ce matin en direct sur ce plateau, c'est Jean-Pierre Raffarin. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes ancien Premier ministre et président de l'ONG Leader pour la paix. Nouvelle ONG dont on va parler tout à l'heure. Pour vous interroger à mes côtés, Oriane Mancini, spécialiste politique de Public Sénat. Bonjour Oriane. Bonjour Cyril, bonjour. Et Hervé Favre de La Voix du Nord qui représente la presse quotidienne régionale sur ce plateau ce matin. Bonjour. La presse quotidienne régionale qui rediffusera cette interview politique sur tous ses sites à partir de 10h ce matin. Jean-Pierre Raffarin, hier, plus de 50 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou justifie l'usage de la force par la défense des frontières d'Israël. Est-ce que c'est un argument que vous pouvez entendre, vous, et pour combien de temps ? C'est un argument qu'on ne peut pas entendre vraiment. C'est clair que nous sommes dans la poursuite d'une guerre qui n'a que trop duré. Ce qui est aujourd'hui désolant, c'est que les initiatives américaines jettent de l'huile sur le feu. Nous sommes dans une situation maintenant où finalement la perspective de deux États, qui était la perspective de la communauté internationale pour une issue vers la paix, est en train d'être progressivement abandonnée. On voit bien que le souci aujourd'hui majeur pour Israël, c'est la relation avec l'Iran. Tout ceci est assez tragique parce que c'est une situation de guerre civile permanente et que le drame et que la guerre a toutes les horreurs que l'on voit. Vous avez été aux affaires vous-même. Est-ce que vous avez vu une situation aussi tendue depuis longtemps ? Quel est votre jugement là-dessus ? Je n'ai jamais vu, en 40 ans de vie publique, je n'ai jamais vu une situation aussi dangereuse partout dans le monde. Que ce soit avec, d'une part, le terrorisme, d'autre part, ces États-puissances qui prennent des décisions unilatérales graves, parce que la décision de déplacer l'ambassade américaine, c'est une décision unilatérale, tout comme était unilatérale l'opération sur la Crimée. Donc on a aujourd'hui une sorte d'abandon de la règle de droit international qu'était le multilatéralisme. Alors c'est vrai que l'ONU est faible, c'est vrai qu'on a des structures qui sont fragiles, mais il faut plutôt revivifier, retonifier ces structures plutôt que de continuer à agir comme ça de manière unilatérale. Jean-Pierre Raffarin, vous diriez aujourd'hui que Donald Trump est un danger pour les grands équilibres sur la planète, pour la paix, enfin, tout simplement. Je pense que la logique qui est la sienne, c'est-à-dire de reculer en ce qui concerne notre organisation multilatérale, c'est-à-dire le droit international, c'est quelque chose de très dangereux. C'est quand il se retire du financement de l'ONU, quand il veut se retirer de l'UNESCO, il se retire des lieux où on doit dialoguer. Au fond, on l'a vu en Irak, on l'a vu en Libye, la guerre n'est jamais la solution. Derrière la guerre, il y a l'autre guerre. Et dans ce donc, monde... c'est le dialogue, c'est l'organisation du dialogue qui compte. Pour le dialogue, il faut des tables, il faut se mettre autour de la table. Ça, c'est le multilatéral. Et on voit bien que Donald Trump ne joue pas la carte du multilatéral. Et vous dites que le monde n'a jamais été aussi dangereux donc depuis 40 ans. Aujourd'hui, le principal danger, c'est l'Iran, c'est ce qui se passe je pense que le principal danger, c'est l'affaiblissement du multilatéral. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec le terrorisme d'une part, avec les nouvelles menaces, les cyberattaques, avec les migrations, avec le changement climatique, vous avez le terrorisme d'un côté, les nouvelles menaces de l'autre, et au milieu, le retour des empires, je dirais, le retour des États-puissances qui ont tendance à pratiquer de l'unilatéral, plutôt que de discuter et d'essayer de trouver des solutions ensemble. Et donc c'est au fond cet affrontement permanent. Quand on voit le discours que tient Trump, par exemple, la guerre commerciale à la Chine. Je veux faire la guerre commerciale. Mais il ne sait pas ce que c'est que la guerre. Il sait parce qu'il c'est dans un pays où il n'a pas connu la guerre. La guerre, c'est tragique, la guerre, c'est horrible, la guerre, c'est la destruction. Ce sont des choses qu'il faut éviter à tout prix. Et au fond, on est dans une situation aujourd'hui où on multiplie des décisions unilatérales qui créent des crispations, qui créent des tensions et qui finalement créent des déséquilibres. Sur cet accord sur le nucléaire iranien dénoncé par les États-Unis, est-ce que pour vous, il est encore possible de sauver cet accord comme le pensent Emmanuel Macron et les Européens ? Je pense qu'il est possible de le sauver. Il est possible aujourd'hui de dire quand même
que ce n'est pas les États-Unis qui vont gouverner le monde en toutes circonstances. Ils veulent le gouverner avec le dollar, ils veulent le gouverner avec les taxes qu'ils font payer à nos entreprises quand on travaille en Iran, ils veulent gouverner le monde de manière unilatérale. Avec les médias ? Il y a un moment, bien sûr, avec les nouveaux réseaux, il est très clair qu'il y a un moment où il faut montrer qu'il y a d'autres capacités dans le monde. C'est pour ça qu'avec un certain nombre de gens... Il faut s'appuyer sur quel pays ? Sur la Chine ? Sur la Russie ? Je pense qu'en ce qui concerne la situation de notre grand continent qui est l'Eurasie, ça passe par, à mon avis, une force 4 qui est Allemagne, France, Russie, Chine. Et c'est ces 4 pays-là qui, ensemble, devraient pouvoir assurer une pression suffisante pour essayer de protéger cet accord. Jean-Pierre Raffarin, tout ça se passe quelques jours après la visite d'Emmanuel Macron chez Donald Trump à Washington, avec beaucoup d'embrassades, de grands sourires. Mais est-ce que c'est pas finalement un échec pour Emmanuel Macron ? Il n'a pas fait bouger d'un iota ou d'un centimètre la position de Donald Trump sur tous les sujets. C'est pas nouveau que les Américains bougent pas. Moi, j'ai vu Tony Blair sur l'Irak soutenir George Bush, espérer obtenir plein de choses des États-Unis, à rien. J'ai vu Berlusconi, à rien. J'ai vu Aznar, à rien. Les Américains, ils ne donnent pas beaucoup. Hein. Démocrates ou républicains ? Démocrates ou républicains, en tout cas, quelle que soit l'administration. Ceux qui ont soutenu l'intervention en Irak, ils ont eu la honte et le déshonneur, ils n'ont rien eu d'autre. Donc je pense vraiment qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a raison de montrer que derrière le président américain, il y a le peuple américain. Et qu'il faut respecter le peuple américain, qui est un grand peuple, qui est un peuple important pour l'équilibre du monde. Donc qu'il y ait cette relation singulière entre Donald Trump et Emmanuel Macron, c'est utile à la France. Mais il ne faut pas compter qu'on fera changer à court terme. Ce sont des investissements politiques de long terme, ça. Essayer d'avoir un dialogue avec Trump. On ne va pas changer Trump du jour au lendemain. Donc je comprends bien que sur un terrain politique, et que je vois bien dans la politique française, on dit que c'est un échec, ou comme dès qu'il y a un attentat, on accuse le gouvernement. Je trouve qu'il faut bien voir que les choses sont aujourd'hui d'une extrême gravité et qu'il est important que la France ait une relation avec les États-Unis, mais elle doit parler à tout le monde. Macron est allé en Chine, il est allé en Inde, il est allé aux États-Unis, il doit aller maintenant à Moscou. C'est le voyage le plus difficile. Parce qu'il y a la Syrie, parce qu'il y a l'Ukraine, et parce qu'il y a l'Iran, et qu'on a besoin d'un accord avec les Russes pour ces sujets-là. Il sera en Russie les 24 et 25 mai prochains, voilà. Emmanuel Macron. Est-ce que, concernant l'Union européenne, finalement, ce n'est pas un mal pour un bien ? Est-ce que ce n'est pas un encouragement, une occasion pour l'Union européenne de s'unir et de, finalement, à la fois sur le plan militaire et sur le plan diplomatique, de se renforcer, de s'imposer ? Je pense que ça peut en effet créer une forme de solidarité. On a vu d'ailleurs que, par exemple, le Brexit a créé une solidarité. L'Europe continentale est un peu plus solidaire aujourd'hui avec le départ des Britanniques. Donc, en effet, les circonstances peuvent nous rendre plus coopératifs. Je crois que ce qui est très important, c'est la relation avec l'Allemagne. Il ne faut pas oublier. Alors justement, Hervé Fabre. Là, apparemment, on est vraiment à un point de tension. Moi, j'ai entendu hier Bruno Le Maire dire s'il n'y a pas d'accord au mois de juin avec l'Allemagne sur le budget européen, la zone euro est en danger. Est-ce que Emmanuel Macron, là aussi, fait bouger les lignes en Allemagne et chez Angela Merkel ? Parce que sur le budget européen, on est quand même loin d'un accord. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets. On ne gagnera pas sur tous les sujets. Qu'est-ce qu'il faut abandonner maintenant ? Il y a 2 grands sujets. Il y a le sujet financier, la zone euro, et il y a un autre sujet qui est la sécurité de l'Europe, la sécurité des frontières, les questions de migration. Donc je pense que là, la discussion va s'ouvrir avec les Allemands, et je pense qu'on aura un accord le moment venu. Mais il ne faut pas croire que dans un accord, on gagne tout. Ce n'est pas possible. Dans un accord, il faut faire des concessions. Mais il n'y a pas d'avenir au continent européen s'il n'y a pas une entente, un accord franco-allemand. Donc il faudra bien le trouver. Et je pense que Mais les conditions sont réunies, Jean-Pierre Raffarin ? Je pense que les conditions sont réunies parce qu'il y a un leadership Macron qui est réel en Europe. Et il y a, je pense, chez Angela Merkel, le souhait d'avancer. Ce qu'il y a, c'est que la situation est assez difficile vu du point de vue de l'Allemagne, parce que l'Allemagne est assez satisfaite de la manière dont les choses marchent aujourd'hui. Pourquoi tout changer ?
ils sont assez gagnants. Donc c'est vrai qu'ils ont des intérêts aussi à défendre. Donc, la diplomatie, c'est de tenir compte de l'intérêt de l'autre. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous ne pouvons pas gagner sur tous les points. Donc je crois qu'il est bien qu'on avance tous nos points, mais on a deux grands sujets, parce que sur la sécurité, la protection frontière, les migrations, on a besoin d'une politique européenne beaucoup plus forte. Et sur l'Italie, Oriane Mancini. Sur l'Italie, Jean-Pierre Raffarin, l'un des pays les plus europhiles, membre fondateur de l'Union européenne, qui va être gouverné par une coalition composée d'un parti d'extrême droite et d'un parti anti-système. Comment on en est arrivé là ? Je pense que la crise des migrants a sans doute aggravé toute la situation en Italie. Il est clair que ce qui se passe sur les côtes italiennes est profondément désolant, tragique, et que ça trouble tous les esprits, y compris les plus généreux. Donc c'est vrai que là, il y a une forme d'impuissance et que, au fond, c'est l'impuissance politique qui est sanctionnée. C'est pour ça que l'Europe des frontières, l'Europe des migrations, c'est quelque chose de très important. Mais est-ce que du coup, vous craignez une vague populiste aux élections européennes de mai prochain ? C'est toujours possible. Vous avez vu les États-Unis, vous avez vu l'Autriche, donc il est clair qu'il y a ce risque majeur. Mais c'est peut-être la chance que nous avons avec un président de 39 ans qui peut peut-être donner un autre souffle et que son projet européen peut être la réponse. Ce sera et alors tout ça va être en débat aux élections européennes l'année prochaine. Est-ce que vous allez vous engager d'une façon ou d'une autre dans ces élections ? Est-ce que vous plaidez vous aussi pour la création d'une liste de pro-européens qui irait de macronistes? Retournez-vous à la politique active, en un mot. Écoutez, en fait, moi, j'ai abandonné la recherche du pouvoir. Donc, j'abandonne la politique élective. Je ne veux pas dire celui-là est mauvais, je veux prendre sa place. J'ai connu ça, j'ai fait ça 40 ans. Bon. Donc, je ne veux plus faire ça. Mais en tout cas, le choix européen est très important. Moi, je soutiendrai la liste la plus européenne. Ce que je souhaite, je suis resté aux Républicains parce qu'on aura un débat sur l'Europe et que je voudrais éviter une liste souverainiste des Républicains. Donc je veux me battre sur ce sujet-là. Mais je me bats pour l'Europe, pour mon pays. Je ne me bats pas pour des places ou pour dégommer les uns pour prendre la place des autres. Mais la liste la plus européenne, c'est pas forcément celle des Républicains ? On va voir, c'est pas sûr, ça va dépendre un peu des options qu'on va prendre le parti, mais de temps en temps, j'entends des discours qui sont quand même, à mon avis, extraordinairement frileux. On est quand même dans un monde, aujourd'hui, vous voyez les pays continentaux, la puissance qu'ils ont, la puissance de la Chine, la puissance de l'Inde, la puissance du Brésil, et c'est au moment où les continents prennent le pouvoir du monde que nous, on va détruire le nôtre alors qu'on avait de l'avance. Ce serait une folie. Mais n'oublions pas que l'Allemagne et la France, en termes de chiffres, ça fait continent. L'Allemagne plus la France, on est aussi fort que tous les autres. Donc l'Allemagne plus la France, il ne faut surtout pas abandonner ça. Et donc, il faut négocier. C'est Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, président de l'ONG Leader pour la paix, qui est notre invité politique ce matin dans Territoire d'Info. Justement, Jean-Pierre Raffarin, on va parler de cette nouvelle vie. Est-ce qu'elle vous plaît ? Vous avez lancé hier votre fondation, donc, en présence de 25 personnalités politiques et diplomatiques. C'est quoi l'objectif ? L'objectif, c'est d'avoir un nouveau regard sur les relations internationales, un regard multilatéral. Justement, je vous disais que le multilatéralisme est mis en cause par Trump, par quelquefois Poutine et par d'autres. Donc, moi, j'ai constitué un groupe dans lequel il y a l'Israélienne, il y a l'Iranien, il y a l'Américain, il y a le Chinois, il y a le Russe. Et ils se parlent. Et on est tous ensemble. Et on prend les problèmes en les traitant à la base de manière ouverte, en tenant compte de l'esprit des uns et des autres. Ce que je crois, c'est qu'il faut travailler la paix. Vous avez partout dans le monde des écoles de guerre. Est-ce que vous avez des écoles de paix ? Est-ce qu'on prépare la paix ? Est-ce qu'on travaille la paix ? Non, au fond, aujourd'hui, il y a la guerre qui s'installe. Tout le monde, on fait la guerre contre tout. On fait la guerre contre le chômage, la guerre contre la sécurité routière, la guerre même contre la violence. On banalise la guerre. On fait la guerre. On dit que le pays est en guerre et puis quand même tout le monde part en week-end tranquille. On est aujourd'hui dans une banalisation. La guerre, c'est horrible. La guerre, c'est tragique. Et moi, je veux essayer de faire prendre conscience à l'opinion publique que la situation, elle est aujourd'hui extrêmement dangereuse. Vous avez à nos portes, dans mon rapport, c'est pour ça qu'on a voulu travailler à plusieurs, on travaille par exemple sur la question des relations entre la Tunisie et la Libye. C'est à nos portes. Si la jeune démocratie tunisienne devenait qu'à être déséquilibrée, c'est des flux migratoires immenses pour l'Europe. Ce sont des choses qui sont... Est-ce que vous allez être entendu ? Eh ben, ça c'est notre... J'ai 7...
anciens premiers ministres, 5-6 anciens ministres des Affaires étrangères, 2 prix Nobel, des universitaires. Donc on a des raisons, on a des contacts avec les grands leaders du monde. Donc on va définir, là on a défini quelques lignes d'action sur 3 crises qu'on a choisies. La relation entre le Mexique et les États-Unis. Savez-vous qu'au Mexique, par exemple, aujourd'hui, il y a une plateforme du crime mondial qui est en train de se construire. Et aujourd'hui, le crime mondial est en train de s'organiser à partir du Mexique et au fond, nous touche directement le trafic de drogue. Ce sont des sujets qui nous concernent et finalement dont on parle peu. Il y a des crises qui sont émergentes. Ces crises-là, il faut les travailler. Le travail de paix, l'effort de paix doit être aussi important que le travail de guerre et l'effort de guerre. Et ce travail-là, il faut le faire ensemble. Il ne faut pas le faire de manière unilatérale, il faut le faire multilatéralement. C'est ça notre travail. Pardon de revenir à la réalité française avec cet attentat, ce nouvel attentat samedi soir. Vous avez dit qu'il y a d'énormes trous dans la raquette finalement de notre dispositif de sécurité, ce qui n'est pas très rassurant. Comment on fait pour réduire ces trous? Les services de renseignement sont de grande qualité. On a fait des progrès considérables, y compris avec les derniers textes législatifs. Mais on voit bien que le nombre de gens qui sont fichés S, le nombre de gens qui sont repérés comme étant susceptibles d'être très dangereux est très important. On n'arrive pas à bien identifier ceux qui sont capables de passer à l'acte. Vous remarquerez quand même que quand on a une énorme tragédie, tout de suite on retrouve les gens, parce qu'on a les informations. Oui, mais après donc, le problème, mais c'est après coup. Donc tout le problème, c'est que comment on fait pour les empêcher de passer à l'acte, notre maillage, je pense que il nous faut sans doute un suivi plus près, parce qu'ils arrivent à maquiller leurs dessins. Et donc c'est ça sans doute qu'il faut faire progresser, et il faut le faire progresser par une amélioration de nos textes sur le renseignement. Mais n'ayons pas sur ces sujets peur, nous sommes sur la bonne direction. Nous avons mis en place des structures, nous avons des équipes de renseignement, la DGSE, la DGSI travaillent très bien. Notre problème aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on ait un maillage plus fin pour identifier, sans doute avec plus de précision, des gens qui sont capables de cacher leurs intentions. On voit que dans leur comportement, il y a des risques, mais ils cachent leurs intentions et ça, il faut qu'on le découvre. Alors, Laurent Wauquiez demande l'internement de manière préventive des fichiers S les plus dangereux. Il demande l'expulsion des fichiers S étrangers. Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures ? Qu'est-ce que ça veut dire, fichiers S les plus dangereux? C'est tout le problème, ça sont des mots, comment est-ce qu'on les définit? Moi, si on avait des gens dont on peut dire qu'ils sont quasi certains de passer à l'acte, qu'on puisse avoir une action préventive, je serais d'accord. Tout le problème, c'est qu'on n'a pas des choses précises. Il faut quand même un état de droit. On ne peut pas mettre en prison quelqu'un parce qu'il est dénoncé par son voisin seulement. Parce qu'à ce moment-là, où va-t-on? Donc on a besoin de règles de droit. Donc je pense qu'il faut être sérieux sur ces sujets et trouver... Et il ne l'est pas? Ce sont des mesures irréalistes? Je pense qu'il faut faire attention à ne pas faire de la politique partisane sur des sujets qui sont des sujets de drames nationaux. Et en tout cas, il faut surtout soutenir nos forces de police, nos forces de sécurité, tous ceux qui travaillent sur ces sujets, qui ont besoin de la confiance du pays plutôt que systématiquement des attaques qui apparaissent comme assez tactiques. La réforme des institutions. Oui, la réforme des institutions dont le volet constitutionnel a été présenté la semaine dernière en Conseil des ministres. Est-ce que, comme Gérard Larcher, vous dites que c'est un affaiblissement du Parlement? Je pense qu'il y a un certain nombre de problèmes, en effet, qui sont posés par ce texte. Il y a tout ce qui concerne, en effet, la réforme du Parlement. Moi, je pense que je ne suis pas un intégriste du nombre de parlementaires. S'il faut faire un geste pour montrer à l'opinion publique que la politique est capable de se réformer, faisons-le. Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. Mais c'est vrai que quand on demande des réformes à tout le monde, il faudra mieux que la politique aussi fasse ses propres réformes. Donc ça ne me gêne pas sur le principe, à condition qu'on protège des espaces ruraux et que ce ne soient pas des territoires qui soient victimes de cette nouvelle représentation. Non, il y a des sujets. Moi, je suis... sur la question de la justice, je suis assez préoccupé. Je trouve que notre justice n'est pas sereine aujourd'hui. Je pense qu'on a besoin d'une justice sereine. Quand je vois la justice qui convoque un ancien chef de l'État à 3 heures du matin ou qui laisse penser qu'il a passé la nuit en garde à vue, mais que ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, vous parlez de Nicolas Sarkozy, là. On peut convoquer Nicolas Sarkozy à 9 heures, le lâcher à 18 heures, le reprendre à 9 heures si on veut. La justice, elle doit être calme, elle doit être sereine, elle ne doit pas être agitée, elle ne doit pas être nerveuse, elle ne doit pas être militante. Donc une justice sereine, c'est pour ça que je pense que le parquet, sous l'autorité du garde des Sceaux et le siège indépendant, je pense qu'il y a un système qu'il faut protéger. On n'a pas le temps de parler de la taxe d'habitation, c'était une bonne idée de vouloir la supprimer.
Si vous voulez supprimer les taxes, le problème c'est 26 milliards quand même. C'est par qu'on les remplace, quoi. Donc tant qu'on ne sait pas. Vous ne croyez pas à la solution du remplacement sans nouvel impôt? Mais c'est quand même très difficile de supprimer des sommes comme ça sans être. Et le plan Borloo, qu'est-ce que Emmanuel Macron doit en faire? Est-ce qu'il doit reprendre toutes ces idées? Vous avez été le Premier ministre du premier plan. Jean-Louis Borloo est un ingénieur social exceptionnel. Donc il faut utiliser toute son ingénierie parce qu'il la connaît bien, parce qu'il est... Donc tout le problème est de faire en sorte qu'on trouve quand même un certain nombre d'idées nouvelles pour ne pas être seulement dans l'injection d'argent, mais dans la capacité d'améliorer l'intégration. Vous avez été, très vite, Jean-Pierre Raffarin, c'est vous qui avez inscrit la République décentralisée dans la Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que la décentralisation est en danger, qu'Emmanuel Macron est un président recentralisateur? Je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'efforts de décentralisation. Je pense que l'équipe politique a réussi beaucoup de choses. C'est une équipe réformatrice. Il y a des choses qui sont très positives, mais il y a un sujet sur lequel on sent que le pouvoir n'a pas encore trouvé ses marques. C'est les relations avec le territoire, la cohésion sociale, la cohésion territoriale. Cohésion sociale et cohésion territoriale. La France, c'est quand même du cristal. Ça demande d'être vraiment traité avec une grande sensibilité. Sensibilité sociale, sensibilité territoriale. Et ça, il faut faire attention parce que ça risquerait d'être finalement le point de fragilité d'un système qui se veut réformateur, dynamique et actif, mais qui toucherait le cristal d'un peu trop près. Jean-Pierre Raffarin, on se rappelle quand vous étiez Premier ministre, vous imitiez Johnny Hallyday, vous êtes vous étiez un fan du chanteur français le plus aimé des Français. Qu'est-ce que vous a inspiré cette bataille, cette querelle familiale entre les enfants de Johnny Hallyday et sa femme? Vous avez très bien connu Johnny Hallyday. Oui, je ne veux pas m'intéresser à cette affaire-là. Johnny a été un artiste. Vous savez, les artistes, il faut les prendre tels qu'ils sont. Il faut prendre les qualités, les défauts. Il faut regarder leur œuvre. Est-ce que je reproche à Apollinaire d'avoir une vie que certains pourraient dire décousue? Est-ce que Marcel Proust, on va lui faire un certain nombre de reproches? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Je veux dire, un artiste, ça se prend comme c'est. Donc moi, j'ai toujours pris Johnny comme c'était. Quand il annonçait dans une grande interview du Monde qu'il avait pour la drogue quelques tentations, je ne partageais pas donc je n'ai jamais cherché à faire de Johnny un être qui pouvait ressembler à l'être de la rue. Ça, c'est un artiste, c'est une personnalité exceptionnelle. Je regarde l'œuvre, j'admire l'homme qui crée l'œuvre. Point. Je ne me mêle pas du reste. Merci Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français, président de l'ONG Leader pour la paix, d'avoir été l'invité politique de Territoire d'Info. On passe au débrief de vos propos avec Yves Tréhard et Jean Barre dans un instant. À tout de suite. Voilà, Denis Jean-Barre et Yves Tréhard sont là pour débriefer notre invité politique ce matin et l'actualité. Bonjour Denis, vous êtes éditorialiste à Nice Matin. Bonjour Yves Tréhard, vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Denis, bonjour à Merci beaucoup d'être là. Alors, Jean-Pierre Raffarin, jamais dans sa vie politique, dans sa vie publique, n'avait connu une situation aussi tendue dans le monde. Pas simplement au Proche-Orient. Yves Tréhard, vous avez entendu ce que nous a dit l'ancien Premier ministre. Oui, je l'ai entendu, c'était son propos liminaire et je trouve qu'à la réflexion, il a plutôt raison, évidemment, et si on observe la marche du monde aujourd'hui, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit qu'il y a deux mots, et un mot qu'il a utilisé, l'unilatéralisme. C'est-à-dire que chacun se replie sur soi. Vous prenez les États-Unis, ils se replient sur eux. Vous prenez la plupart des pays européens, l'Angleterre, l'Italie demain, les pays d'Europe centrale. Vous prenez l'Allemagne, bon, qui est ouverte, très ouverte, parce que c'est un grand pays, mais quand même qu'il y a des doutes aussi. Vous prenez les nations, Israël, d'une certaine façon, se replie aussi, et beaucoup de pays se replient dans le monde aujourd'hui. Ce qui fait que vous avez un nationalisme exacerbé, qui est entretenu en plus par des hommes et des femmes politiques. Ce qui s'est passé hier à Gaza, c'est quoi ? C'est pas uniquement des Palestiniens qui se rebellent contre le déménagement de l'ambassade des États-Unis. C'est aussi des Palestiniens qui sont instrumentalisés par un mouvement terroriste ultranationaliste qui s'appelle le Hamas. Donc vous voyez, on est dans un monde qui est un monde absolument pas ouvert. Est-ce que vous avez été surpris, Denis Jean-Barre, d'entendre Jean-Pierre Raffarin sur ce plateau il y a quelques minutes tout de même dénoncer l'attitude américaine ?
Non, je ne suis pas... L'hégémonie américaine, dans tous les domaines, a-t-il dit, vous avez entendu, en diplomatie, en économie, dans les médias. C'est pas une hégémonie, parce que, ou alors c'est une hégémonie singulière, parce que l'hégémonie, ça veut dire qu'on dicte totalement sa loi aux autres pays. En l'occurrence, là, c'est un homme, une espèce d'électron libre, dinosaure de la géopolitique qui se comporte comme dans une cour de récréation en montant ses muscles et qui remporte de fausses victoires. Par exemple, face au leader coréen, finalement, il pense que son bras de fer lui a permis d'avoir un dialogue, mais en réalité, il a donné une légitimité à une dictature qui rencontre le président des États-Unis. C'est vrai que c'était pas très malin. Du point de vue du droit international, il a le droit de mettre l'ambassade à Jérusalem. Hein. Il n'a pas violé le droit international. Si vous regardez les traités de fondation, etc. Il n'y a pas de violation. Mais faire ça dans la situation actuelle, on est sûr de mettre le feu aux poudres et de donner un prétexte précisément à un mouvement comme le Hamas de pousser des foules et de fabriquer en plus des images, parce qu'il y a aussi, naturellement, moi je suis comme tout le monde, je regrette énormément ce qui s'est passé, ces victimes, des enfants et tout. Mais c'est aussi une action pour avoir des images qui permettent de créer une émotion internationale et de créer un réflexe de soutien aux Palestiniens. Alors ce que je voudrais quand même dire, je partage l'analyse de Yves, mais ça concerne surtout, d'une certaine manière, pour reprendre le langage macronien, le vieux monde. Quand vous regardez la zone Pacifique, qui est la zone émergente, où l'économie mondiale est en train de basculer, on n'a plus de guerre, là, en revanche. C'est vrai. Sur Jean-Pierre Raffarin et sa volonté de ne plus être dans la politique élective, mais de continuer une forme de politique active en réunissant les anciens premiers ministres, les anciens leaders, pour contribuer en fond à influencer les leaders. C'est ce qu'a fait Tony Blair, les anciens présidents américains. Ce qu'a fait Carter. C'est plutôt bien, mais bien sûr. C'est très bien. Il a dit lui-même, il a dit, bon, pendant 40 ans, j'ai fait de la politique électorale. Il était sénateur, il était dans cette maison président de la commission des affaires étrangères. Donc s'il peut mettre son expérience et ses relations, qui sont évidemment, quand vous avez été Premier ministre, énormes, au service de la paix, puisque c'est ça dont il s'agit, on peut pas, on ne peut que le saluer. Si vous voulez, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, ces gens d'expérience qui connaissent tous les rouages de la politique, c'est qu'ils peuvent être des médiateurs, ils peuvent conduire des missions de médiation là où justement on a besoin de mettre de l'huile. Et c'est exactement ce qu'il veut faire. Denis Jean, c'est vrai dans son propre parti, les Républicains, ça ça aussi, oui. Non, mais là, c'est beaucoup plus compliqué, parce que vous savez, les guerres civiles, c'est très compliqué. Sur Laurent Wauquiez, on n'a pas senti une adhésion de Jean-Pierre Raffarin à ce que fait Laurent Wauquiez, ce que dit Laurent Wauquiez. Il a précisé qu'il était resté au Parti républicain, précisément pour maintenir le souffle européen à l'intérieur du Parti républicain. Ouais. De ce point de vue, c'est une bonne démarche. Parce que moi, l'idée des partis monolithiques, elle est totalement périmée. Après, on verra si Wauquiez est capable de faire vivre cette pluralité, cette diversité des points de vue. Mais il aurait perdu Raffarin, ça aurait été un gros échec de sa part. Merci beaucoup, Denis Jeanbart. Merci beaucoup ce regard sur ce que nous a dit Jean-Pierre Raffarin. Merci Yves Tréhard, vous dirigez la rédaction adjoint du Figaro. Monsieur est observateur. Denis Jeanbart, on regarde ensemble Yves Tréhard, le Zap Monde. C'est un résumé en quelques minutes de ce que vous devez savoir de ce qui s'est passé dans le monde cette nuit. A tout de suite. Aujourd'hui, nous ouvrons officiellement notre ambassade à Jérusalem. Félicitations, nous attendions ce moment depuis longtemps. Un jour qui n'a pas été choisi au hasard, le 14 mai, date anniversaire de la création de l'État hébreu, il y a 70 ans. Quel jour remarquable! Souvenez-vous de ce moment. Il est historique. Président Trump, en reconnaissant ce qui appartient à l'histoire, vous avez écrit l'histoire. Ces drones appartiennent à la police israélienne. Ils sont programmés pour lâcher des grenades lacrymogènes sur la foule. Plusieurs milliers de manifestants palestiniens sont rassemblés dans la bande de Gaza, à la frontière avec Israël. Et très vite, les grenades lacrymogènes font place aux balles réelles. Plus de 50 personnes perdent la vie. Selon les services de secours palestiniens, il y aurait aussi plus de 200 blessés, dont beaucoup atteints par des tirs israéliens.
Oumar Sidi Koulibaly était là quand le corps de l'enfant a été retrouvé à 150 mètres de la maison familiale, décapité et éventré. Bon, j'ai le cœur meurtri, ça je vous l'ai dit. J'ai le cœur meurtri. Ramata était albinos. Et ce matin, Maï Koïta de l'association de défense des albinos a tenu à présenter en personne ses condoléances à la famille Diarra. Être albinos sur le continent, il sait personnellement à quoi cela expose, à des sacrifices humains. Selon certaines croyances persistantes, les organes d'albinos apporteraient richesse, élévation sociale ou encore succès en politique. Cette nouvelle attaque terroriste relance à nouveau la polémique sur les fichiers S. Il serait 20 000 actuellement en France. J'entends qu'il y a des fichiers S et il y en a des tonnes, enfin des tonnes, il y en a beaucoup qui sont en liberté et je trouve ça inconcevable. On attend quoi? Voilà, on attend juste les prochains et ainsi de suite. Dans cette attaque, un passant de 29 ans, originaire du Mans, est décédé. Il s'appelait Ronan Gossenet et habitait ici, à Paris. Et pour suivre cette réflexion sur le Zap Monde, dans le Figaro, aujourd'hui, Yves Tréhard, vous m'avez signalé l'article de Cyril Louis qui était sur place hier lors de cette journée terrible à Gaza. Donc dans vos colonnes aujourd'hui du Figaro. Merci Exactement. Yves Tréhard, merci Denis Jeanbart. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne journée à tous, au revoir.